tous. Merci d'être là, si nombreux. Merci à vous tous, merci à tous les intervenants qui ont bien voulu se déplacer ce soir. Pendant qu'on présente un petit peu les choses, on va les inviter à venir nous rejoindre sur scène. D'abord Muriel, qui nous introduira la soirée. Merci Muriel. Avec donc Tube Dual Le Lay. Donc c'est Christian Renard, Sandra Rigol, Michael Boulou, voilà un premier plateau de choix. Alors tout d'abord, merci pour cette assemblée avec cette salle bien remplie. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la préparation de cette soirée, dont vous vous en doutez beaucoup de retraités. Et merci également à la mairie de Saint-Agathon de nous accueillir dans cette belle salle. Alors on va vous accompagner au cours de cette soirée, distribuer la parole, faire venir les intervenants et on va commencer par se présenter rapidement. Donc, moi je suis Marielle Lemaître et je suis une militante RFI de la France Insoumise de la circonscription de Guingamp. Et moi, Marine Gorgeard de la circonscription de Saint-Brieuc, militante également. Merci à vous. Donc on est nombreux ce soir, mais on était nombreux et nombreuses mardi dernier. On retrouve des têtes qu'on a croisées dans les manifs. Vous étiez combien, vous, à Saint-Brieuc, Marion? On va dire à la louche, 16, 17, 18 000, allez. À Lannion, on était 7 000. On était 7 000 à Lannion. Et 8 000. Et à Guingamp, vous étiez combien à Guingamp? Ouais. Donc voilà, oui, c'est toute la NUPES qui se réunit, c'est toute la NUPES qui se rassemble pour faire aujourd'hui la première force d'opposition au gouvernement, unie pour combattre une réforme brutale, injuste, inutile. Unie pour aussi, au-delà de la question de la retraite, pour rétablir et améliorer notre régime de protection sociale. C'est ça qui est en jeu. Notre régime de protection sociale unique au monde. On a le meilleur. Il faut qu'on le garde. On profite de cette introduction pour saluer particulièrement aussi ici les organisations jeunesse qui unitairement maintenant rejoignent le mouvement, appellent à se mobiliser, les syndicats lycéens et étudiants qui appellent unitairement au blocage de la mobilisation. Oui, contrairement à ce que disent certains, la jeunesse est particulièrement touchée par cette réforme qui va impacter leur vie de manière frontale. Donc, comme nous ne battons pas avec eux pour les 3 ans à venir, nous sommes très contents de les compter dans nos rangs, dans la rue, et justement pour le long terme, les jeunes l'ont parfaitement compris. Alors, je voulais vous parler d'un jeune que j'ai croisé en manif. Je pense qu'il n'avait pas 14 ans. Et moi, j'étais là avec mes tracts à dire il y a des députés qui viennent nous rencontrer vendredi soir à Guingamp. C'était à Lannion. Je me disais, il y a des gens de Pleumeur, Trégastel, tout ça, comment on va faire pour venir. Et donc, ce garçon, il m'a pris le tract. Et il était super sérieux et il lisait le tract. Et je lui dis, t'as envie de voir des députés en vrai? Et il me dit, oui, je ne sais pas s'il est nassois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes de moins de 14 ans ici. Mais il était motivé et il était grave. Son visage était sérieux, son visage était grave. Et il m'a touchée parce que je me suis dit, il a raison, la politique c'est noble, c'est sérieux, c'est courageux. Et c'était pour moi ce que disait son visage. Il a conscience de la gravité des problèmes, il a conscience aussi que c'est possible de changer les choses, d'obtenir du mieux en s'engageant comme citoyen, en s'engageant comme élu.
Enfin, donc, Marielle et moi, nous n'allons pas dérouler les CV complets des différents intervenants de ce soir. Mais il faut qu'on ait bien en tête, là, qu'ajouter à celle de toute cette assemblée, les compétences et expertises additionnées ici valent très largement celles du gouvernement Macron. Alors, vive l'intelligence collective! Vive notre intelligence collective qui va être à l'œuvre ce soir. Et on commence avec Muriel, qui est notre députée de la circonscription d'Alban et qui va nous parler du contexte politique qui nous mobilise aujourd'hui et introduire la soirée. Ça marche ? Bonsoir à toutes et tous. Alors juste une petite introduction. Je suis évidemment ravie de recevoir ici, en tant que députée, toutes les forces de la NUPES qui s'opposent à cette réforme des retraites injuste, injustifiée et que le gouvernement tente de nous imposer. On vous expliquera comment. Alors, c'est cocasse que cette réunion se tienne dans cette salle, car il y a 4 ans, en 2019, j'étais dans cette même salle, mais à votre place, et sur scène, c'était mon prédécesseur macroniste et sa collègue qui tentaient de nous expliquer leur réforme des retraites. Alors à l'époque, le projet de retraite, c'était la retraite à points. Et je pense que vous vous en souvenez, c'était très technique. Et alors, j'avais posé la question de savoir pourquoi le gouvernement s'est fait à prolonger l'âge de départ à la retraite alors qu'il y a autant de jeunes qui attendent à rentrer dans l'emploi. Et comme elle n'avait pas d'argument probant, comme ça leur arrive souvent, sa collègue, c'était Corinne Vignon, je crois, m'a répondu « Mais qu'est-ce que vous faites de la dette ?» La dette. Voilà ce qui justifiait à l'époque la nécessité de réformer les retraites et qui a justifié bon nombre de restrictions budgétaires. Alors la dette a bon dos, quand on sait qu'elle n'est pas due à une augmentation de la part des dépenses sociales, mais plutôt à la somme des cadeaux fiscaux faits aux plus riches. Voilà, donc c'était juste pour l'anecdote. Et donc nous, ce soir, on est 10, on va essayer de faire mieux. Nous sommes 10 et je pense que vous allez pouvoir sortir d'ici ce soir avec plus de raisons de vous mobiliser et de vous mobiliser votre entourage. Donc je laisse la place et je reprendrai le micro tout à l'heure. Alors maintenant, donc, on a... C'est celui-là. Donc, on a le plaisir d'accueillir Tugdual Lelay pour Génération S, dont il est responsable national. Il est également conseiller municipal à Guingamp. Et rencontré lors des départementales, Tugdual était favorable avec les représentants de LV à la présence de la LFI à l'époque sur une coalition de gauche dans ces élections. Pas trop de succès à l'époque, mais maintenant nous voilà. Et donc Tugdual va nous parler de la précarité dans nos territoires. Merci Marion. Merci. Bonsoir à tous. D'abord, merci pour l'organisation de cet événement. Cher Muriel, merci à tous et Sandra et tous les députés européens, monsieur le maire de Saint-Brieuc également, d'avoir répondu présent. Je pense que c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de pouvoir échanger et débattre avec vous. Et puis merci aussi à vous quand même d'être venus aussi nombreux, parce qu'on pourrait débattre tout seul, mais ça perdrait un peu de son sens tout d'un coup. Quelques mots peut-être quand même sur cette réforme. D'abord, vous dire qu'elle n'est pas nécessaire, quand même. Disons un tout petit peu les choses. Il y a un budget de 330 milliards d'euros sur les retraites, 200 milliards d'euros de réserves sur les retraites et un déficit de 13 milliards. 13 milliards, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites, qui lui-même rajoute qu'il n'y a pas de dérapage. Donc disons les choses calmement et tranquillement d'entrée, cette réforme des retraites, c'est pas une obligation, c'est un choix politique. C'est un choix politique de nous faire travailler plus, ça c'est le premier point, et c'est un choix politique de faire payer ce travail par les plus précaires. C'est le choix. C'est tellement un travail de faire payer ça aux plus précaires que cette réforme, elle va augmenter encore la précarité chez ceux qui sont déjà parmi les plus précaires. Aujourd'hui, chez les 63-64 ans, les inactifs et sans emploi, c'est entre 77 et 81%. Si je prends chez les 65 ans et plus, ça va jusqu'à 90-95%.
Aujourd'hui déjà, les Français qui ont 61 ans sont 28% à dépendre de la solidarité nationale. Un tiers. Et je ne vous parle même pas de l'espérance de vie en bonne santé, tout le monde la connaît, elle est de 64 ans. Et chez les ouvriers, elle est en moyenne de 7 ans inférieure à chez les cadres. Donc la question, en fait, c'est quel message est-ce qu'on est en train d'envoyer avec une réforme comme celle-là? Travailler et mourir, tranquillement. Et en plus, puisque tant qu'à faire aussi, on va même réduire encore le temps à la retraite. Puisque avec cette réforme, le temps à la retraite, il passera de 26 à 23 ans. Comme ça, au moins, en plus, on est sûr qu'on va dans la bonne direction. Alors que pourtant, c'est pas comme s'il n'y avait pas le choix. Je sais qu'il y en a qui en parleront tout à l'heure, mais ne serait-ce que l'égalité salariale femmes-hommes, on en parlera tout à l'heure, c'est 6 milliards d'euros. Le CICE, qui a eu beaucoup de succès dans la vie, 18 milliards d'euros. Les dividendes exceptionnels, 56 milliards cette année, contre 45 l'année dernière. Donc même si on remettait les dividendes exceptionnels au même niveau que l'année dernière, ça fait déjà 11 milliards de trouvés. Je ne parle même pas, et je salue Manon Aubry qui combat là-dessus au Parlement européen, je ne parle même pas de la fraude fiscale au niveau français européen. Nous, quand on y était, et elle travaille encore dessus, c'est 1000 milliards au niveau européen, on est à peu près à une centaine de milliards au niveau français. Je le dis, par ailleurs, en passant comme ça, c'est au niveau européen qu'on arrivera à se battre sur ce genre de problématiques. Et c'est en étant rassemblés sur les européennes qu'on arrivera à peser réellement sur ce genre de débat. Je le dis en passant, et c'est dit quand même. Du coup, si on voulait même, y compris à plus long terme, avoir un impact sur la retraite, on pourrait aussi se dire qu'il fallait inverser le rapport entre actifs et inactifs et donc avoir une politique de naissance qui permettrait peut-être de naître en ruralité, en proximité, avec des soins. Je suis à Guingamp, je suis à l'hôpital de Guingamp qui n'est pas très loin. Ça pourrait peut-être être intéressant quand même, à un moment donné, de se poser la question et de se dire, est-ce que quand on regarde le déficit de l'hôpital public de Guingamp, est-ce que ça suffit? Et est-ce qu'on compare ça au coût réel de la suppression de ce service, et de une? Et de deux, quel est le coût et le manque à gagner de l'absence de ce genre de service sur le territoire à long terme? Regardez que les déficits, ça va un moment, mais comme on le voit sur les retraites, un déficit à 13 milliards, des fois ça ne représente pas grand-chose finalement. Donc en conclusion, parce que je vois déjà que les gens s'énervent un petit peu, la réforme, elle n'est pas nécessaire. Elle va augmenter la précarité. On pouvait faire autrement, et le message qu'on envoie aux jeunes, aux seniors et aux plus fragiles et à la ruralité est dramatique. À l'heure où le sentiment d'abandon explose et où les extrêmes explosent, moi je vous l'ai dit, il y a pire que l'abstention. Il y a le fait d'être sourd et indifférent à ceux qui crèvent la bouche ouverte en demandant du changement. Merci. Merci, Cuve. Je passe la parole maintenant à Christian Renard, qui va nous parler au nom du... Christian Renard qui intervient au nom du Parti ouvrier indépendant. Christian est l'un de ces militants pugnaces qui ne lâchent jamais, qui ne comptent pas leur temps, ne parlent que du fond et qui, humainement et dans les actes, a toute mon admiration. À toi, Christian. Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus nombreux ce soir. Je crois qu'on va être encore plus nombreux que les deux précédentes manifestations. Aux prochaines manifestations, il y a un mouvement en profondeur, un rejet populaire de la réforme des retraites de Macron. Personne n'en veut, à tel point qu'il a beau envoyer ses ministres argumenter, tenter de convaincre. Je crois même qu'il a compris, Macron, que ça servait même plus à rien. Et on voit d'ailleurs les bêtises que certains sortent pour tenter de justifier, entre guillemets, cette réforme. Y compris même les retraités, qui ont quand même constitué, je dirais presque le cœur de l'électorat macroniste. Les retraités, massivement, majoritairement, sont contre cette réforme. Il y a un rejet massif. Alors,
rejet massif de la population en démocratie. Macron devrait avoir déjà retiré sa réforme, et pourtant, il continue, il ne veut rien entendre. Alors nous, on va continuer aussi. On va continuer, donc on sera nombreux dans les prochaines manifestations. On va soutenir de toutes nos forces donc les manifestations et les grèves qui surgissent aujourd'hui et qui posent la question de la reconduction de la grève jusqu'au retrait de la contre-réforme Macron sur les retraites. Oui, on va les soutenir, y compris on soutiendra les caisses de grève. Et il y a une chose importante qui s'est passée ces derniers jours, c'est que, comme l'a dit Marion tout à l'heure, la jeunesse était dans la rue. Et c'est un gage pour nous, parce que tout le monde a en mémoire la mobilisation contre le CPE, et quand la jeunesse descend dans la rue, c'est un gage pour la victoire. Je dirais, il me reste 30 secondes, un dernier point. Le gouvernement, Macron en tête, n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent pour payer les retraites, comme d'ailleurs il n'y aurait plus d'argent, soi-disant, pour payer les hôpitaux, les écoles. Et pourtant, de l'argent, il vient d'en trouver 413 milliards d'euros pour le budget militaire de 2024 à 2030. Plus 30% d'augmentation annuelle. Il n'y a pas d'argent pour les retraites qu'ils disent, mais il y en a pour fabriquer et vendre des engins de guerre et de destruction. Alors, on ne va pas lâcher et on va amplifier la mobilisation, les manifestations et la grève jusqu'au retrait de cette infâme contre-réforme des retraites. Je vous remercie. La parole à Sandra Régol, qui vient pour Europe Écologie Les Verts, députée de la première circonscription du Bas-Rhin. Bienvenue. Membre de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Oui, j'ai choisi ma commission sur le nom le plus long, je crois que c'était plus sympa. Je crois que vous avez un admirateur à Lannion, je voulais vous le dire avant que vous preniez la parole, parce que quand j'ai distribué les tracts, il y a un étudiant de l'IUT de journalisme, ils étaient nombreux, les jeunes, là, et il a dit « Je la connais, c'est la députée de Strasbourg, je la connais. » Voilà. Ok. Je suis très flattée. Juste qu'elle. Il n'a pas dit si c'était en positif ou en négatif, par contre. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai discuté avec mes collègues et avec un d'entre eux, pour ne pas le citer, qui est Benjamin Mucat de Génération, et il me disait, tu vois, en fait, finalement, c'est bien, enfin, il a bien compris le gouvernement. C'est vrai que les Français n'avaient pas compris la réforme. Et il avait raison. Il avait raison parce qu'en fait, on n'avait pas bien compris et depuis qu'ils nous l'expliquent, on la comprend à chaque fois mieux. Plus ils expliquent, plus on comprend qu'on est contre. Et plus ils vont dans les explications, et plus les sondages montrent contre la réforme, et plus il y a de gens qui sont contre la réforme. Donc peut-être qu'on aurait dû les inviter ce soir, on aurait fait encore plus. On aurait convaincu encore plus de monde. C'est dire aussi... J'avais promis à Maman Aubry que je ferais des blagues nulles, je vais en enchaîner quelques-unes. Et vous inquiétez pas, il y en a quelques-unes en réserve aussi pour tout à l'heure. Plus sérieusement, il n'y a pas que ça, c'est qu'ils arrivent à convaincre par leurs propres mensonges et à les dévoiler eux-mêmes. Il y a eu par exemple tous ces grands discours, un peu comme Juppé en 95 par ailleurs, sur on n'a plus les moyens de financer cette réforme. Et puis là, paf, Assemblée nationale, on convoque le patron du Conseil d'orientation des retraites, M. Brasse. Donc on lui demande qu'est-ce qu'il en pense, etc. Et puis ce monsieur, qui est quand même le monsieur qui a chapeauté toutes les recherches sur quels sont les scénarios, les 4 scénarios de financement des recherches, il explique qu'en fait, il n'y a pas de souci. En gros, il y a un scénario, le scénario de catastrophe, on en fait toujours un, dans lequel il y a les fameux 13 milliards. À l'échelle de l'État, c'est un peu comme si le compte en banque d'un salaire médian français avait entre 50 et 100 euros de déficit. C'est gérable.
Et donc, en fait, il explique ça dans un cadre hyper solennel. Hein. Il dit que tout ce qu'a dit le gouvernement était faux. En fait, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'urgence, que c'est finançable. Donc là, bam, ça prend un petit coup. Et puis après, vous savez, il y a toujours, quand c'est des projets portés par le gouvernement, donc des propositions, des projets de loi, il y a des études d'impact qui nous expliquent, vous savez, Elisabeth Borne a ça d'expliquer. Les femmes, ça va être vachement mieux pour elles, parce que les retraites aujourd'hui, elles sont injustes, etc. Et grâce à notre réforme, ça va avancer. Et là, paf, sort l'étude d'impact. Et qu'est-ce qu'explique l'étude d'impact? Eh bien que ça va être une boucherie pour les femmes. Que leurs salaires vont s'effondrer. Je vais vous expliquer un petit peu un chiffre pourquoi après. Et donc, en fait, plus il parle, plus il y a des nouvelles choses qui tombent. Donc moi, je me demande toujours ce qui va tomber dans quelques jours, parce que là, ça vient de s'enchaîner petit à petit. D'ailleurs, regardez en mémoire le truc des études d'impact, c'est juste quand c'est le gouvernement qui pose des projets. Puis des fois, quand ils ne veulent pas qu'on voit ce que ça donne, ils filent le projet de loi, ils le filent en proposition de loi pour des députés, comme ça leur évite de démontrer pourquoi leurs projets sont très très mauvais. Il y en a un qui s'appelle Gérald Darmanin, il est assez fort pour faire ça. Gardez-le en tête la prochaine fois que vous entendrez parler d'un projet de loi qui devienne une proposition de loi. Et bon, c'est pour ça qu'on est motivés, que vous êtes là, nombreux, 200 personnes ce soir à Guingamp, c'est énorme. Vous étiez nombreux, on a fait le tour des chiffres, et on est nombreux partout. Et nous, on est nombreux et mobilisés à l'Assemblée aussi, et on peut vous assurer que c'est violent. C'est aussi violent que ce que vous voyez tout le temps, et que tous les moyens sont déployés pour nous empêcher de faire notre travail, à savoir essayer de faire avancer cette loi. Et vous l'avez peut-être remarqué, hein, en plus d'être une écologiste, je suis une femme, donc ça m'intéresse un peu la question des inégalités femmes-hommes. Parce qu'en fait, mon quotidien, comme 52% de la population mondiale, il est fait d'inégalités sociales, patriarcales, économiques, sexuelles, sexistes, tout ça. Et quand on parle de retraite, le problème c'est qu'on ne peut pas parler juste de combien ça coûte les retraites. On est obligé de parler du monde du travail. On est obligé de parler de la société tout court, et c'est là-dessus qu'on achoppe avec le gouvernement, parce qu'en fait, il considère qu'il n'y a que le tableur Excel de combien ça coûte qui doit être pris en compte. Et ça, c'est faux. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est quel projet on veut pour la France, pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain. Et c'est pour ça que ça compte et qu'on est mobilisé. Donc on ne peut pas envisager par exemple la question des inégalités à la retraite des femmes sans partir de celle au travail. Et là je vois que vous êtes assez nombreuses dans la salle, vous le savez qu'au travail on n'est pas égal. Et les pensions de retraite, elles sont juste le reflet de ça en pire. Donc il ne faut pas attendre la retraite pour s'en préoccuper. Les inégalités de pension de retraite, elles sont le miroir de ces inégalités, alors que les salaires des femmes sont inférieurs en moyenne de 22% à ceux des hommes, et que leurs pensions de droit direct sont inférieures à 40% aujourd'hui. Si on augmente encore oui, 40% c'est la différence qu'il y a à la retraite entre un homme et une femme. Si on augmente encore ces inégalités, je vous laisse imaginer ce que ça donne dans la population demain. Il y a des inégalités sur le salaire, sur les revenus, mais également sur l'âge de départ. Parce que contrairement à ce que vous raconte tout le temps, même Elisabeth Borne, les femmes ne partent pas en moyenne, plutôt que les hommes, mais légèrement plus tard. C'est le cas non seulement sur la moyenne, mais aussi à chaque âge, et ce jusqu'à 67 ans, où la part de femmes retraitées devient carrément inférieure à celle des hommes retraités. Ça empire encore avec cette réforme. C'est exactement pour ça que le report de l'âge légal de départ à la retraite pénaliserait plus particulièrement, parmi celles-ci, les plus fragiles, les plus précaires. La réponse, vous la connaissez pourquoi, hein, parce qu'elles sont plus touchées par les carrières complètes, les temps partiels subis. Elles seraient donc les premières victimes, comme si leur situation déjà aujourd'hui n'était pas suffisamment dure, il faudrait en rajouter demain. On voit bien à quel point pour le gouvernement, la question de l'égalité femmes-hommes est une préoccupation centrale. Je vous rappelle juste que les emplois à temps partiel, ils sont occupés à 80% par des femmes. Le taux de pauvreté des femmes retraitées aussi est plus élevé que celui des hommes, et cet écart tend à se creuser depuis 2012. Cette réforme, non seulement ne prévoit rien pour améliorer ça, mais toutes les tendances qu'on a tendent à aggraver cette situation de pauvreté. Et le recul de l'âge de départ, ça va prolonger une situation de précarité encore plus forte entre la sortie définitive du marché du travail et le départ à la retraite, qui concerne 37% des femmes et seulement 28% des hommes.
Et Madame Borne aime bien dire, répéter un bouquin qui a dans son projet, je cite, « des progrès concrets pour les femmes », en citant comme premier argument le maintien à 67 ans de l'âge de l'annulation de la décote, pour partir à tout plein comme si c'était une grande avancée. La décote, c'est-à-dire le taux qui s'applique aux pensions des retraités qui n'ont pas cotisé le nombre de retraites suffisant, il est particulièrement injuste pour les femmes dans cette configuration. Ainsi, 20% des femmes, 2 fois plus que chez les hommes, attendent l'annulation automatique de la décote à 67 ans pour pouvoir partir à la retraite. Même Jean-Paul Delevoye, grand gauchiste dans l'éternel évidemment, ex-haut-commissaire aux retraites, reconnaissait en 2019 dans un rapport que la décote constituait une double pénalisation pour celles et ceux qui avaient eu des carrières incomplètes, en premier lieu les femmes. Vous imaginez bien à quel point ça va être pire demain. Et pourtant, ils osent nous dire que c'est un projet juste et un projet dont on a besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être une femme pour comprendre à quel point, quand on déconstruit la réalité de ce que ce projet fait aux femmes, on ne peut pas accepter, on ne peut rien accepter de ce qu'il y a dedans. Il y a aujourd'hui 13,6 millions de personnes en France qui sont concernées par la pénibilité au travail. On en a beaucoup parlé, ils ont supprimé quasiment toutes les clauses de pénibilité. Ça, c'est les chiffres de la DARES. 2 millions actuellement sont couvertes par le compte de prévention et le gouvernement nous annonce une grosse victoire qu'il y aura 60 000 bénéficiaires en plus demain grâce à leur réforme. Ça fait partie des top arguments. Bon, le truc, c'est qu'entre les 13,6 et les 2 millions plus 60 000, ça nous fait quand même plus de 11 millions de personnes qui restent sur le carreau et qui ne seront pas prises en compte. Et là encore, spoiler, les femmes en premier lieu. Parce que dans les conditions de pénibilité telles qu'elles sont décrites, telles qu'elles sont gardées, le peu qui reste, eh bien, ce sont tous les métiers dits féminisés qui passent à la trappe. Par exemple, c'est sûr, hein, vous le savez, aide-soignante, on a notre collègue Caroline Fiat à l'Assemblée qui le sait très bien, c'est pas du tout porter des corps tous les jours, c'est pas les nettoyer, c'est pas faire des gestes répétitifs, c'est pas avoir des poids à porter, c'est absolument pas pénible. Sans oublier la charge émotionnelle, hein, évidemment, que ça constitue de s'occuper de personnes qui souffrent et qui parfois, souvent, en meurent. Évidemment, ce n'est pas une condition de pénibilité. Juste pour mémoire, une infirmière a 7 ans de moins d'espérance de vie qu'une autre femme en France aujourd'hui. Et comme il me reste 1 minute, je vais sauter à la conclusion, j'avais plein de chiffres sur les femmes, c'était passionnant, mais on va aller un peu plus loin. Leur projet, ils pensent en moyenne. C'est pour ça qu'ils vous expliquent que tout va bien, c'est vrai, mathématiquement, leur truc est juste. Nous, on pense qu'il y a des personnes, des individus, des trajectoires de vie qui composent ces moyennes et que c'est pour ça qu'on ne peut pas faire comme ça. Cette logique, elle propose, elle impose, elle oblige à aller vers des privatisations des retraites. Vous savez, ces fameux fonds qui financent, eux, toutes les industries fortement carbonées. Les mêmes qui altèrent notre santé et qui font qu'on creuse le trou de la sécu, qu'on arrive encore plus abîmé à l'âge de la retraite. Vous voyez, la boucle est bouclée, il y a une vraie logique économique derrière tout ça. Et leur projet, c'est d'oublier, les oublier, de faire en sorte que tous ceux qui sont un peu fragiles deviennent carrément précaires. Alors vous êtes allés, et je vais conclure là-dessus, vous allez entendre se plaindre dans les prochains jours qu'on fait trop d'amendements. Vous allez entendre notamment de l'extrême droite, le Rassemblement national, vous dire que c'est scandaleux, on fait de l'obstruction. Bon, eux, pendant l'instant, ils n'ont absolument rien foutu, hein, il faut le dire très correctement. Ils sont là, ils se plaignent, ils ne sont ni dans la rue ni ailleurs. D'ailleurs, c'est à ça qu'on les reconnaît, c'est l'extrême droite, le populisme uniquement. Et en fait, ils nous traitent d'obstructeurs, d'obstructrices, parce qu'on fait notre travail. On fait du travail parlementaire. On écoute ce qui se dit dans la rue et on le retranscrit. Et on essaye aussi de faire comme ce soir de la pédagogie pour essayer de partager ce qu'on sait avec toutes les personnes qui n'ont pas forcément le temps comme nous d'aller chercher en permanence de nouveaux chiffres et de nouvelles choses. On essaye de proposer des moyens de financer plus, des moyens d'avancer. On veut réécrire cette loi pour qu'elle devienne juste. Réécrire entièrement une loi qui fait 80 pages, oui, ça mérite peut-être les 15 ou 20 000 amendements qu'on porte. Alors ne les laissez pas dire que la NUPES fait de l'obstruction. Ne les laissez pas dire qu'on ne travaille pas. Ne les laissez jamais dire qu'on est contre le travail. Parce que les seuls qui travaillent, les seuls qui font avancer la France, les seuls qui pensent à l'avenir, ils sont ici, devant vous et dans la salle ce soir. Ne les laissez pas non plus. Ne les laissez pas réécrire.
réalité parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Jusqu'à présent, leurs mensonges sont tombés. On va les faire tomber jusqu'au bout. Et bonne nouvelle encore, aujourd'hui, on est majoritaire contre cette réforme à l'Assemblée. On est majoritaire dans la rue. Et dans quelques jours, j'espère qu'on pourra se réunir à nouveau pour dire « c'est bon, on a gagné, ce projet est enterré ». C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on est persuadé qu'à force de conquérir des personnes, à force d'amalgamer nos forces dans cette lutte, on va gagner, on a tous les outils pour ça, et vous allez faire gagner contre cette loi. Merci beaucoup. On va gagner, et là on accueille Michael Boulou pour le Parti Socialiste, cette fois député de la 8e circonscription d'Ille-et-Vilaine, membre de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Michael Boulou est l'un des exemples de la grande diversité de nos représentants du PES à l'Assemblée nationale. Et il a porté notre alliance en battant Florian Bachelier, député LREM sortant. Et donc vous allez nous parler de la bataille parlementaire qu'a un peu souligné déjà Sandra tout à l'heure. Oui, c'est bon. 1, 2, ah bah il y a sabotage. C'est bon, c'est bon. Je t'ai piqué tout en comme C'est bon? Ah oui, c'est bon. C'est bon. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Et puis, je veux saluer tous mes collègues parlementaires. Alors, il y en a qui sont sur le plateau, mais je voulais saluer en particulier Annie Louérou, sénatrice des Côtes-d'Armor, hein, qui est là, voilà. Qui aussi aura un combat à mener au Sénat après la phase de l'Assemblée. Donc je vais vous parler un peu de l'action que peuvent avoir les députés et plus généralement les parlementaires contre cette réforme. Moi je voudrais commencer pour vous dire qu'on est réunis ici pour discuter du projet phare du président et qui prétend ou qui pense qu'il a été élu pour. Je sais que vous êtes nombreux ici à avoir voté pour lui au deuxième tour, contraint et forcé. Est-ce que vous avez voté pour cette réforme ? C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Mais je préférais le rappeler quand même. Il en fait un projet personnel. Nous, on a une démarche collective pour qu'il renonce à ce projet personnel. Tout d'abord, pour vous rappeler l'actualité, le projet de loi il a été examiné en commission des affaires sociales la semaine dernière, cette semaine en fait, oui, jusque mercredi. Seulement 3 jours ont été consacrés à ça. Parce qu'ils n'ont pas voulu continuer cette commission ces jours-ci, même ce week-end. Je suis sûr que mes collègues, on ne fait pas partie de cette commission, mais je crois qu'on est tous allés dans cette commission, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc déjà, ça commence comme ça, déjà réduire le débat. Les débats se poursuivront dans l'hémicycle donc à partir de lundi et jusqu'au 17 février. Donc à peine 20 jours de discussion à l'Assemblée pour une réforme qui concerne tous les Français et toutes les Françaises pour très très longtemps. Donc vous voyez quand même le contraste. Le calendrier d'examen imposé par le gouvernement, il est vraiment loin des promesses faites au début du quinquennat de vouloir s'inscrire, je le cite, dans l'écoute, la recherche du compromis, l'écoute des oppositions. Là, on n'est vraiment plus du tout là-dessus. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Le groupe socialiste a une journée consacrée à ces projets de loi. C'est des très bons projets. Taxation des super profits, coût du Crous à 1 € pour les repas. Il y a aussi la protection de l'enfance. Donc vraiment des projets auxquels on tient. C'est jeudi prochain, normalement. On a dit qu'on était prêt à le déplacer pour après. Eh bien ça a été refusé par une collusion entre les partis présidentiels et le Rassemblement national, et ce qui va enlever une journée de débat. Donc vous voyez, c'est des petits signes, mais quand même aussi une conjonction entre ces deux forces politiques qui ne veut pas en fait du débat. Et je dirais pour le RN, qui prétend être la première force d'opposition, ça montre bien qu'ils ont une opposition en carton. Et, je crois que tu l'as dit, ils n'ont pas du tout envie qu'on parle de ça.
C'est d'autant plus dommageable qu'on est sur aussi une approche très technique, on a parlé des tableaux Excel, très technocratique en fait de ce projet, puisque le support choisi, c'est un projet de texte budgétaire rectificatif, un PLFSSR, projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. On aurait pu avoir un grand projet de loi pour nos retraites. Non, ils ont voulu le faire en fait en catimini également. Et pour utiliser certains moyens dont vous avez commencé à entendre parler, avant on connaissait le 49.3, maintenant le 47.1, chose qui n'est jamais utilisée, enfin tout le monde est retourné voir la Constitution pour dire c'est quoi. C'est pour limiter à 20 jours aux députés l'examen de ce texte à partir d'un top départ, et donc qui fait que le 17 février, on devra avoir fini, et si on n'a pas fini, le texte passera tel quel, c'est-à-dire sans les amendements adoptés, au Sénat. Et on sait bien, au Sénat, chez Arani, il compte aussi sur les Républicains au Sénat, qui se sont toujours prononcés pour l'allongement de la durée de travail, pour essayer de faire un accord et de le faire passer comme ça, sans vote à l'Assemblée. Deuxièmement, vous le savez aussi, il y a eu 10 49.3 déjà depuis le début du quinquennat. Ils gardent ça sous le coude également, même si là ça va être compliqué quand même, parce qu'il y a la rue, il y a vous, il y a nous, on est tous mobilisés. C'est quand même plus compliqué que sur les textes de budget sur lesquels ils l'ont fait. Et je suis à la commission finances et j'en ai conscience, ça ne motivait pas non plus excessivement dans la rue. Mais là on parle des retraites et quelque chose qui concerne toutes et tous. Et puis ce 49.3, c'est aussi, qui plane, c'est aussi une manière de discipliner leur majorité. Parce que c'est une manière de leur dire, tu ne veux pas de la réforme des retraites, eh ben fais gaffe, parce que tu n'auras pas ton investiture si jamais ça se passe mal et qu'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale. Et on le voit bien, on a des collègues des partis présidentiels, ils se cachent. Hein, c'est toujours les mêmes qu'on voit sur les plateaux télé. C'est ceux qui veulent devenir secrétaire d'État ou ministre. C'est facile, je vous donne un petit truc. Vous les voyez, ceux qui viennent défendre le projet de retraite, c'est que, bon, soit c'est déjà des ministres, soit ils aspirent à le devenir. En tout cas, voilà, il y a tout un tas de façons de dire qu'ils veulent jouer avec les outils de la Constitution, mais d'une manière que nous considérons comme pas très fair-play et pas très démocratique. Et toujours avec cet état d'esprit de faire de preuve de brutalité dans la façon, et on sait. Le seul que ça avantage ici, c'est le Rassemblement national. 47.1, 49.3, ce n'est pas respecter le Parlement. C'est pas très grave, nous on est habitués, mais ne pas respecter le Parlement, c'est ne pas vous respecter, vous, qui nous avez élus pour porter une voix d'opposition au parti présidentiel. Donc le gouvernement veut empêcher le Parlement d'amender, de corriger, de faire tomber cette réforme injuste et brutale. Et nous, on est parti sur... on ne saurait accepter que le gouvernement méprise notre travail et à travers nous vous méprise. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire entrer la réalité, au-delà des tableurs Excel, dans tous les amendements qui vont être présentés. Prendre des métiers, métier par métier, dire, voilà, ça c'est pas possible, 64 ans c'est pas possible. Moi ça me marque parce que les gens qu'on rencontre, souvent, ils ont des métiers qu'ils aiment, mais ils me disent, mais moi je ne sais pas comment je vais faire ce métier à 64 ans. On a parlé des aides-soignantes, on a parlé de l'hôpital, mais il y a plein de métiers comme cela. Autre exemple aussi sur ce qui se passe à l'Assemblée, c'est dès le 24 janvier, unis dans la NUP, nous avons demandé un référendum sur les retraites, en déposant une motion référendaire. Vous avez peut-être entendu parler la semaine dernière. Le Rassemblement national a lui aussi déposé une motion référendaire, mais après nous et avec moins de signataires. Et là, ils ont tout fait pour donner une chance au RN et finir sur un tirage au sort. On en parlait dans la voiture tout à l'heure depuis Rennes avec Sandra et François. Voilà, on sent que c'est une entourloupe, quoi. Enfin, ils ont choisi délibérément de donner une chance au RN parce qu'ils savent que si c'est le RN qui la présente, c'est moins dangereux que quand c'est la NUP, parce que c'est nous la vraie opposition. Voilà, c'est une réalité. En tout cas, nous déposons des amendements pour nous opposer au fond du texte et l'ensemble des régressions sociales qu'il contient. Parce que nous voulons faire entrer, je le disais, la réalité de tout ça
à l'Assemblée. Parce qu'au final, ce projet, c'est un impôt sur la vie. Et c'est vraiment leur leitmotiv. Ils arrêtent de dire, enfin tous les amendements qu'on propose pour faire des nouvelles recettes, ils disent non, les impôts, c'est pas possible, pas d'autres prélèvements. Mais par contre, un impôt sur la vie, ça ne les dérange pas. Il y a des statistiques qui montrent que ça pourrait, si c'était adopté, provoquer 10 000 morts supplémentaires par an. C'est 3 fois les accidents de la route. Est-ce qu'on accepterait ça? Non, bien entendu. Donc c'est vraiment indigne et je peux vous le dire, on s'y opposera. Tu as parlé de l'égalité femmes-hommes. Moi j'ai un chiffre qui n'a pas été cité parce qu'il a été calculé par une de nos collègues à partir d'hypothèses qui sont pas moins justes que celles du gouvernement. Sur les 18 milliards d'économies voulues à terme dans cette réforme, 12 seraient portés par les femmes. 12. Donc les 2/3. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on s'oppose et qu'on s'oppose. Mais on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que vous allez mettre la pression. Je le dis humblement, ça ne suffira peut-être pas, nous, au Parlement. On va être mobilisés tout le temps. Mais on a besoin de vous parce que je pense que ça crantera, et notamment parmi les députés de la majorité présidentielle, il y en a qui commenceront à se poser des questions. Et les LR aussi, parce que quand ils rentrent dans leur circo, et d'ailleurs ils sont rentrés ce week-end, je pense que quand ils vont revenir lundi, ils seront moins fiers. En tout cas, pour conclure, le droit à la retraite, c'est un des plus beaux droits que nous ayons conquis. Et moi, je voulais dire que ça mérite notre union. Et je suis très fier d'être là aujourd'hui avec mes collègues de tous les partis, parce que c'est uni que la gauche va gagner. Et uni comme le sont les syndicats, unis comme le sont les Françaises et les Français, vous avez raison, pour dire non à la retraite à 64 ans et oui au retrait de ce texte. Merci Guingamp, merci Saint-Pégaton. Merci Michael. Et on est là et on sera là. Je n'en doute pas. Muriel, à toi pour conclure cette première partie bien intéressante. Voilà, alors moi je vais vous exposer comment, pour moi, c'est vraiment projet contre projet. Quand le gouvernement annonce des suppressions de postes, des fermetures de classes, on a 11 fermetures prévues sur la circonscription pour la rentrée prochaine. Quand il annonce la fermeture de services hospitaliers, comme ici à Guingamp, notre maternité qui est menacée. Quand il laisse fermer les petites entreprises, privilégiant les marchés étrangers, comme pour la COP des masques qui a fermé en octobre. Quand il réforme l'assurance chômage, pour que les privés d'emploi soient moins indemnisés. Et quand il annonce ensuite sa réforme des retraites, tout cela au nom de la justice sociale, de l'égalité, de l'équilibre des budgets, on dit de nos ministres qu'ils sont incompétents, qu'ils sont hors sol, qu'ils n'ont rien compris. Mais en fait, non, pas du tout. Le gouvernement est très compétent et il sait très bien ce qu'il fait et il le fait très vite. Détruire les services publics, refuser l'augmentation du SMIC et des salaires, maintenir les travailleurs au chômage ou au travail le plus longtemps possible, même s'ils en crèvent, sur le modèle de la Grèce, c'est leur projet. Rentabiliser au maximum les marchés de l'éducation, de la santé et de la justice pour une poignée de milliardaires jamais rassasiés, c'est leur projet. Les différents gouvernements qui se sont succédés ces dernières années n'ont eu de cesse de déséquilibrer le budget de l'État et d'affaiblir les services publics, tout en assénant, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'alternative. Pourtant, tout est question de salaire et de cotisation. En supprimant les postes de fonctionnaires, en ubérisant la société, en maintenant un taux de chômage élevé et en privilégiant les primes et non le salaire, les cotisations ne rentrent plus dans les caisses. Et en toute connaissance de cause, ils détruisent notre sécurité sociale. Et c'est leur objectif. Il faut bien comprendre que c'est leur objectif. Le drame dans tout ça, en plus, est que ce gouvernement est prêt à s'allier au pire pour satisfaire leur idéologie. En favorisant l'élection de 2 vice-présidents Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Et encore cette semaine, en changeant les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale, concernant la motion référendaire que nous avons déposée et qui finalement est attribuée au Rassemblement national, on comprend ce qu'ils sont prêts à faire pour parvenir à leur fin. Mais ce soir, si nous sommes tous ici, c'est que nous sommes persuadés qu'un autre monde est possible. Nous refusons ce projet de réforme des retraites.
car nous avons un autre choix de société. Un monde où le travail permet aux travailleurs de s'épanouir et où le fruit de leur travail est redistribué harmonieusement entre tous. Un monde où le 100% sécu est la règle. Donner en fonction de ses moyens et recevoir en fonction de ses besoins. Merci à votre travail. Un monde où temps libre ne veut pas dire fainéantise, mais nécessaire liberté. En d'autres termes, un monde où, quand tu as fait ton taf, tu te poses. Alors, la retraite à 60 ans, ça n'est pas une révolution, et 40 annuités de cotisation, ça permet juste de prendre ta retraite à 60 ans si tu as commencé à travailler à 20 ans. Bon, pour moi, on peut faire encore mieux, le partage du temps de travail semble être une piste à envisager, mais pour ce soir, on reste sur 60 ans. 60 ans, 40 annuités pour une carrière complète, 37,5, ça c'est encore mieux, mais voilà, on reste à 40. 1 600 € net par mois, parce qu'on aura revalorisé le SMIC et que le minimum retraite sera à hauteur du SMIC. Et alors là, vous voyez les visages des macronistes devenir blêmes et on entend « Mais qu'est-ce que vous allez faire de la dette ?» Et là, je n'ai même pas encore annoncé qu'on veut aussi supprimer la décote qui sanctionne les carrières incomplètes et revaloriser le minimum vieillesse à hauteur du seuil de pauvreté, 1128 €. Et alors, on les entend « Mais vous allez ruiner le pays !» Alors, qui ruine le pays? Les travailleurs? Les privés d'emploi? Non. Actuellement, ceux qui ruinent le pays, ce sont les riches actionnaires qui ne réinjectent pas leurs dividendes dans l'économie réelle. Je vous cite le rapport d'Oxfam paru le 16 janvier dernier. En France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires français a augmenté de 86%. Et vous, vos salaires, ils ont augmenté de combien? 86%? Je continue sur le rapport d'Oxfam. Avec les 236 milliards d'euros supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires français, on pourrait quadrupler le budget de l'hôpital public. Ça en fait des maternités maintenues, ouvertes, et des soignants bien payés. Donc le financement de la retraite à 60 ans que nous prévoyons, et que nous estimons à 27,5 milliards d'euros, ne relève pas de la magie, mais tout simplement du partage des richesses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Respecter l'obligation légale d'égalité salariale entre les hommes et les femmes rapporterait rien que pour les cotisations retraite la somme de 3 milliards. On prend. Augmenter les salaires de 4% rapporterait 12 milliards. On prend. Rétablir l'ISF et la CVAE rapporterait 11 milliards. Donc augmenter les cotisations sur les hauts revenus, instaurer une cotisation sur les dividendes, etc., etc. Vous voyez, il existe des solutions. Nous ne sommes pas seulement une force d'opposition, mais bien une force de proposition. Nous ne sommes pas seulement des agistes dépenaillés, des ploucs comme on dit ici, mais bien des militants qui travaillent avec sérieux au service de l'intérêt général. Donc pour finir, ce que je voulais mettre en avant dans mes propos, c'est que nous sommes effectivement en lutte projet contre projet. Notre projet de retraite permet de profiter d'un peu de temps libre, en bonne santé, après avoir contribué au bien commun par le travail. Leur projet de retraite propose de continuer de travailler jusqu'à ce que nous soyons usés par le travail. Et on devrait accepter ça? Non, évidemment. Alors tous ici, nous devons rester mobilisés, à l'Assemblée comme dans la rue, et il faut réussir à étendre le mouvement lors de nos prochaines mobilisations. Donc soyons tous dans la rue le 7 février et le 11 février prochain. Et à Guingamp, nous aurons même 2 manifestations pour le prix d'une, puisque nous aurons la manifestation pour le maintien de la maternité et la manifestation contre cette réforme des retraites. Merci. On va changer le micro en vous remerciant tous infiniment et de vous être déplacés et de votre intervention et de votre talent. Merci.
Gérard Mauduit, Hervé Guillard, Pascal Bonneau, François Picmal et Manon Aubry. J'invite d'abord Gérard à nous rejoindre. Et donc, Gérard va intervenir pour le mouvement Ensemble. Vous en doutez, hein, ce n'est pas le Ensemble LREM, la formation qui a été créée par les équipes de Macron pour les dernières élections. Et donc Gérard est absolument de toutes les luttes sociales et environnementales et il défend inconditionnellement les plus précaires face à l'exploitation sous toutes ses formes. Voilà, Gérard va nous parler du pouvoir du travailleur. Oui, vous m'entendez ? Donc je vais vous parler de la reprise du pouvoir par le monde du travail. En fait, tout à l'heure, Muriel a cité Ambroise Croizat. C'est pas un hasard. Donc je vais vous parler de la sécurité sociale aussi. L'enjeu des retraites, comme plus largement celui de la sécurité sociale, c'est celui du pouvoir. Qui détient le pouvoir choisit le mode de société. Au Congrès général de la CGT en 1947, le militant Henri Reynaud témoignait « Les caisses de sécurité sociale vont gérer dans une année la somme énorme de 200 milliards de francs, presque la moitié du budget de l'État. L'on comprend alors aisément les résistances dans certains milieux. Pensez donc à un budget aussi formidable, 200 milliards, géré par les travailleurs eux-mêmes, disait-il. » Donc effectivement, c'était un an après la création de la sécurité sociale, initiée notamment par Ambroise Croizat. En effet, les travailleurs socialisent le fruit de leur travail et font de la retraite un bien commun. La cotisation sociale, salaire socialisé, est versée directement aux travailleurs sans prélèvement de dividendes. Elle leur permet bientôt de sortir de la misère, d'entamer une nouvelle étape de vie. Le bien-être des travailleurs devient une priorité. Libérés du travail subordonné, ce travail dont l'objectif premier est de produire des profits, les retraités peuvent travailler librement pour le bien-être de tous et toutes. Surtout, ils montrent leur capacité à gérer des secteurs importants de la société en dehors des marchés. Aujourd'hui, le budget de la sécurité sociale dépasse celui de l'État. De quoi aiguiser bien les appétits. Aujourd'hui aussi, comme ses prédécesseurs, le gouvernement Borne dit vouloir réformer pour sauver le régime de répartition. Comme l'ont dit déjà certains, c'est archi faux. Dans un monde où les décideurs sont de plus en plus éloignés de ces réalités de la production, les vrais objectifs du gouvernement associés au capital donnent la priorité, sans le dire, au profit. Et pour cela, plusieurs recettes: allonger le temps de travail, passer au service des intérêts des actionnaires. Et la casse du droit de travail et la précarité ont déjà permis au capital de récupérer 10% du PIB depuis 1983, aux dépens des travailleurs. Soit plus de 200 milliards d'euros par an. C'est 200 milliards d'euros par an qui alimentent la spéculation, les paradis fiscaux, la crise écologique, le pillage des pays pauvres. Ce coût du capital se paye avec la santé des travailleurs qui connaissent leur métier mais sont écartés des décisions. Deuxième façon aussi, c'est marginaliser la cotisation sociale, dont le potentiel émancipateur est à haut risque pour le capital. On la remplace par l'impôt, la CSG, et on promeut en même temps, déjà voilà. En toute opacité, le modèle par capitalisation, comme le plan épargne retraite alimenté par des primes non soumises aux cotisations sociales. Donc, troisième point, c'est de restreindre les dépenses sociales, le soi-disant coût du travail, et aussi la part des retraites pour financer les dépenses militaires, les technologies dites vertes. En fait, ouvrir des nouvelles parts de marché aux multinationales, sans renoncer, bien entendu, aux baisses d'impôts des plus riches et des entreprises. Et enfin, financer une croissance infinie et productiviste dans un monde fini. Cette croissance qui détruit les écosystèmes et épuise les ressources naturelles provoque le réchauffement climatique et les pandémies. Nous avons d'autres propositions, des propositions alternatives, où ceux qui décident sont ceux qui produisent et qui travaillent. Des retraites financées à 100% par les cotisations et gérées par le monde du travail, dans le cadre d'une sécurité sociale universelle, avec un départ à taux plein à 60 ans, maxi,
Et nous, on dit aussi ou 37 années de cotisation, dans la logique de la réduction du temps de travail sans réduction du salaire. Redistribution de la valeur ajoutée, il faut du travail, récupérer les milliards d'exonération, comme il a été dit, de cotisation dites patronales, augmenter le taux de cotisation, plus généralement augmenter les salaires, salarier les jeunes en formation, garantir l'égalité hommes-femmes, sécuriser le parcours professionnel, apporter la sécurité du lendemain aux premières, parce que c'est souvent les premières de corvée si utiles et si exploitées, créer des emplois nécessaires dans les services publics. Ce serait fournir de nouvelles recettes aux caisses de retraite. Enfin, des investissements socialisés, exonérés de dividendes, assurant des droits à la santé, l'alimentation et le logement, dans le respect des travailleurs et de l'environnement. Pour conclure, garder la planète habitable, être solidaire, dégager du temps pour vivre, prendre soin de soi et des autres, cela ne se fera pas sans la prise de pouvoir par ceux qui créent les richesses. Merci beaucoup, Gérard. La contrainte du temps en plus du reste, c'est trop dur. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, qui parle au nom de Place Publique. Et Hervé, qui donc a soutenu les forces de gauche aux législatives quasiment dès le départ, et rencontré à cette occasion, j'ai appris à le connaître, un homme de dossier et d'échange, et qui a compris immédiatement le temps politique dans lequel nous nous trouvions. Donc Hervé, tu vas nous parler de l'impact de la réforme sur plusieurs champs, je crois. On m'a demandé de parler de l'impact de la réforme pour le maire. Je trouvais que le champ était un peu compliqué, donc je vais essayer de faire rapide, mais en fait, moi, je suis, en tant que maire, je suis fâché. Alors comme vous, mais je suis d'abord fâché parce que je trouve que cette réforme me renvoie une forme de mépris profond pour les presque 2 millions de fonctionnaires territoriaux. C'est comme pour le gouvernement, cette partie de la population n'existe pas. Parce que nous avons aussi des carrières longues. C'est aussi pénible d'être dans tous ces métiers de la fonction publique. Tous ces gens qui font votre quotidien, le quotidien de vos parents, le quotidien de vos enfants, ils sont sur des boulots qui sont difficiles, dans lesquels on se casse aussi. Et dans cette réforme de la retraite, ça ne compte pas du tout. Que l'État ne se soucie pas de ses propres agents, je trouve ça d'un mépris absolu. Donc ça, c'est le premier point. Je vous passerai sur le fait qu'il va y avoir financièrement un transfert encore du financement de l'État vers nous, ça c'est permanent. On augmente les fonctionnaires de quelques points d'indice misérablement gagnés, c'est normal, mais qu'on aille taxer directement dans les collectivités pour le financer, ça c'est pas bien. Le deuxième point qui me fâche profondément, et ça je pense que le gouvernement s'en fiche, mais à un point, c'est que dans l'équilibre de nos villes, il y avait une règle qui était importante pendant la deuxième moitié du XXe siècle, c'était de dire que votre retraite était calée sur votre salaire, sur le coût de la vie, on va dire. Ce qui fait que quand vous arriviez à la retraite, vous aviez suffisamment pour donner autre chose. Dans une ville, dans n'importe quelle ville, les associations vivent avec les retraités. C'est 90 000 ETP. À Saint-Brieuc, c'est 800 associations, c'est 4 millions de subventions, c'est une personne sur 3 dans ces associations qui sont des retraités. C'est fondamental en termes de lien social, en termes d'activité, de production de valeur et de richesse. Dans une ville, les retraités sont des vrais actifs au travers des associations. Est-ce que vous savez que les retraités font 93 millions d'heures de garde d'enfants par semaine? Vous imaginez, pour toutes les gens de ma génération qui ont des enfants en ce moment, jeunes, s'ils ne sont pas là pour nous sauver la peau au dernier moment parce qu'on est en retard, parce que ça participe de notre équilibre de la vie, ça c'est aussi un mépris profond. Ça veut dire que là-haut au gouvernement, on n'est pas impliqué dans ce qu'on décide. Ça ne les implique pas. En quoi ça les concerne? Les problèmes de garde, ce lien social fondamental avec nos enfants et nos aînés. Eh bien ça, c'est au cœur des préoccupations d'un maire et d'une ville. Voilà pourquoi nous, quand on essaye de bâtir ce tissu social associatif, on a absolument besoin des actifs de la vie que sont les retraités. Alors nous, à Saint-Brieuc, parce qu'on est plutôt une municipalité de gauche, très unie, tout parti confondu, et je dirais même pas qu'avec les partis, puisque 50% du conseil municipal, c'est des citoyens, des gens comme vous, impliqués, mais qui ne sont pas forcément allés
chercher une étiquette, et ben on est dans la rue à chaque fois, avec tout le monde, et on se bat en tout cas à vos côtés. Voilà. Merci d'avoir réussi à nous dire tout ça, toutes ces choses précieuses dans si peu de temps. Et on va accueillir maintenant avec plaisir Pascal Bonneau, qui a fait partie de nombreux qui ont contribué à la victoire de Muriel aux législatives. Pascal est membre de la direction fédérale du Parti communiste. Il est secrétaire national du mouvement de la paix et il est conseiller municipal à Grasse. Il est aussi l'attaché parlementaire de notre sénateur communiste Gérard Laëllec. Et alors Pascal, je crois que tu vas nous parler de quelque chose qu'on n'a pas encore abordé tellement, c'est en quoi la politique de ce gouvernement est critiquable aujourd'hui. Même si je j'avouerais que ce n'est pas forcément le sujet le plus difficile ce soir. Pour commencer, je vais vous saluer tous et dire que je suis particulièrement heureux d'être là parce que, quelque part, l'union, c'est ce qui permet aussi au mouvement que l'on voit se développer, de commencer à se développer, parce que je suis persuadé qu'on en est qu'au début. C'est ce qui fait sa force. Et l'union, elle est faite par les syndicats, mais elle est aussi faite par la gauche. Et le fait qu'on soit tous là ce soir, ça en est la preuve, et c'est quelque chose de vraiment important. Et c'est vrai qu'on arrive à un moment de la soirée où je voulais insister sur un point précis. Muriel l'a déjà dit, c'est effectivement le fait qu'on a affaire à un gouvernement qui a un projet politique global, qu'il essaye d'imposer. On en est au deuxième mandat d'Emmanuel Macron, et on s'aperçoit que déjà ils ont beaucoup avancé dans ce projet depuis un moment, et que quelque part, les retraites c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est quelque chose qui vient compléter tout ce qui a été fait aujourd'hui. Donc je ne vais pas rappeler, parce que c'est vrai que l'avantage aussi d'intervenir à ce moment dans le débat, c'est que beaucoup de gens ont parlé, donc ils ont dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je partage ce qui a été dit, mais rappelez d'abord dans un premier temps que Emmanuel Macron a été élu, moi j'ai envie de dire, sur une imposture. À un moment donné, dans le débat politique, il a réussi à faire croire aux gens que l'issue, c'était d'être ni de droite ni de gauche, de prendre le meilleur de tout le monde, et comme ça on allait réussir à avancer. On a vu ce que ça a donné sur un mandat, pendant 5 ans. Malheureusement, les circonstances politiques ont fait qu'aujourd'hui, il est toujours là. Mais il y a une certitude aujourd'hui, c'est que le libéralisme dont il se prétend, il est de droite, c'est ça sa nature. Et j'ai envie de dire qu'on sait ce qu'on combat et que ce projet, il n'apporte rien en matière de progrès social pour les gens qui ont à vivre et à subir cette politique. C'est une chose qui, pour moi, est vraiment importante. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les coups tombent pour mettre en place le projet global. Il y a les retraites, évidemment. On était avec Muriel côte à côte hier matin au rectorat pour la carte scolaire. Et il y a l'hôpital, on n'en parle pas. Et les coups tombent, et quelque part, c'est notre société qui a été branlée tout entière. Et aujourd'hui, moi, il y a un focus que je voudrais faire, parce que ce qui me frappe avec ce gouvernement, c'est en même temps sa détestation de ce qu'est l'action publique, les fonctionnaires, tout ce qui est public. Et ça, tous les coups, on voit qu'ils sont là. Et c'est quelque chose qui est important, parce que moi, j'ai une image de la fonction publique qui m'est venue. Au début de 2000, il y a eu ces 2 grandes tempêtes. Moi, à l'époque, j'étais un jeune fonctionnaire du Trésor. On m'avait envoyé loin de chez moi, et je suis revenu chez moi juste après cette tempête-là. Et on a vu le chaos, et les services publics étaient là, ils ont tout mis en place. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir des visages anonymes qu'on ne connaît pas, qu'on côtoie tous les jours, mais des gens grâce à qui on se sent dans une certaine sécurité, des gens grâce à qui on se sent bien. Et moi, j'ai envie que ça continue. Et on l'a vu pendant la pandémie, tous ces gens, ils étaient encore là. Il y a les soignants, et je pense qu'ils ont besoin, il faut le rappeler aujourd'hui, de plus que d'applaudissements à 20h le soir. Je crois qu'il faut de véritables mesures pour justement améliorer les conditions dans lesquelles ils exercent leur métier. On peut parler aussi, et on n'en a pas beaucoup parlé, moi je pense aux pompiers, à la sécurité civile, parce que quand il a fallu mettre en place les centres de vaccination, ils ont été capables de faire ça dans une vitesse excessivement rapidement, et ils ont été capables de faire ça bien, parce qu'ils ont pu prendre en charge un certain nombre de choses qui étaient vraiment importantes pour le bien-être de tout le monde. J'en oublie, mais tous ces gens-là, ils font partie, j'ai envie de dire, de ce qui fait le lien dans notre pays, de ce qui fait le lien dans la proximité. Et quelque part, c'est bien mal les récompenser que d'avoir fait
tout ce qu'on a fait sur la fonction publique aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses, des lois néfastes, avec qui mettent de la précarisation. Et j'ai envie de dire, au-delà de ça, eh ben, ils méritent mieux. Et quand on parle de la retraite, c'est aussi un moment qui est important pour eux. Et je crois qu'il faut qu'on mène ce combat jusqu'au bout. J'en termine vite parce qu'on me fait déjà des signes et je m'excuse d'avoir été un petit peu trop long. Mais je crois que je donne rendez-vous aujourd'hui à tout le monde parce qu'il faut qu'on continue. Il faut que de nouveaux pans de notre société, je pense notamment à la jeunesse, commencent à rentrer vraiment dans cette bataille. On sera à vos côtés, on sera encore là la semaine prochaine. Tous les combats à mener, on les mènera. Et je crois qu'il faut qu'on fasse ça tous ensemble parce que je suis persuadé que dans tous les niveaux, au Parlement, parce qu'on sait que les députés de gauche feront leur travail, dans les manifestations, dans les entreprises, dans la bataille des idées, on doit gagner tous ensemble. Et donc nous recevons maintenant François Picmal pour la France Insoumise. Député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, et François est à l'Assemblée l'un de nos nombreux fers de lance NUPES contre cette réforme des retraites. Bon, bonsoir Saint-Agathon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et je voudrais d'abord saluer ma collègue Muriel Legvaux, avec qui je siège effectivement à la commission de défense et qui est très assidue. Vous avez la chance d'avoir une députée comme elle. Et il s'est passé quelque chose en commission de défense il y a 2 jours, c'est que le gouvernement, qui veut revenir sur le régime spécial des militaires, s'est fait mettre en minorité par un vote à 22 contre 13. Donc ce jour-là, visiblement, la valeur travail s'arrêtait là où commençait la porte de la commission pour les députés macronistes. Et c'est un bon signal qui a été envoyé en vue des débats qui vont avoir lieu dans l'hémicycle. Et puis à Guingamp, je sais que vous savez à quel point il est important de pouvoir partir à la retraite à 60 ans parce que certains auraient pu s'en inspirer, ça nous aurait évité 20 ans de Noël Le Graët. Donc je sais que je suis en terre déjà un petit peu convaincue et conquise. Je voudrais saluer ma mamie qui est là, mamie Hélène qui est là, et voilà, vous pouvez l'applaudir. Et je ne vais pas vous parler de ma mamie, mais je vais vous parler d'une autre mamie. Et je vais commencer par citer un livre dont le titre, je suis sûr, va vous plaire, c'est Révolution. Alors, Révolution, il a été écrit par un jeune homme politique, plein d'ambition, c'est pas Philippe Poutou, c'est Emmanuel Macron. Et dans ce livre qu'il a écrit en 2017, Emmanuel Macron, il revient sur l'importance qu'a eu sa grand-mère, Manette, dans son parcours et son éducation. Ma grand-mère m'a appris à travailler. Dès l'âge de 5 ans, une fois l'école terminée, c'est auprès d'elle que je passais de longues heures à apprendre la grammaire, l'histoire, la géographie et à lire. Alors, de son vrai nom, Manette, elle s'appelait Germaine Noguès, elle nous a quittés en 2013, elle avait 96 ans. Et en fait, c'était une enfant de la République, elle est même devenue institutrice. Et une fois la retraite venue, elle est allée s'installer auprès de sa fille, de son gendre et donc de son petit-fils préféré, Emmanuel Macron, à qui elle a apporté énormément de l'éducation, de l'accompagnement du temps. Il y est revenu dans une émission de télévision. Et j'ai fait ma petite enquête avec mes amis. Et elle a pris sa retraite en 1982. 1982, c'est l'année lors de laquelle nous avons gagné la retraite à 60 ans. Donc, et on a creusé et on s'est aperçu qu'à l'époque, les instituteurs et institutrices devaient avoir 37,5 annuités pour partir à la retraite et qu'il y avait une formation de 2 ans, rémunérée. Donc, il est fortement probable, et je lance un appel, si vous êtes enquêtrice et enquêteur, que non seulement Manette, la grand-mère d'Emmanuel Macron, soit partie à la retraite à 60 ans, mais peut-être même à 55, 56, 57. Donc ce dont a bénéficié Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'avoir une grand-mère comme nous avons eu la chance de les avoir, d'avoir des grands-parents aimants qui ont été là pour nous, pour participer à notre instruction, il veut le refuser désormais aux générations futures. Alors, Manette, elle est née en 1920.
Pareil, j'ai été voir 1920, c'est 2 ans après la Première Guerre mondiale, qui fut cette guerre lors de laquelle on envoya sous le feu des canons toute une jeunesse de plus en plus consciente de sa condition et sur laquelle flottait un parfum de révolution, la vraie cette fois. 1920, l'espérance de vie en France était pour les hommes de 51 ans, pour les femmes de 55 ans. Autrement dit, Manette fait partie de cette génération qui n'a certainement pas connu ses grands-parents. Aujourd'hui, l'espérance de vie, je ne parle pas en bonne santé, l'espérance de vie est de 77 ans pour les hommes, et 85 ans pour les femmes. Alors, que s'est-il passé en un siècle pour que l'espérance de vie augmente autant? Un des arguments qui revient souvent de la part des macronistes pour nous dire qu'il va falloir travailler plus longtemps, c'est « mais vous vivez plus longtemps, donc vous allez travailler plus longtemps ». Comme si le fait de vivre plus longtemps était quelque chose d'immanent, une main invisible du marché ou autre, qui venait d'on ne sait où et qui avait fait que c'était la loi naturelle de l'espèce humaine. Pourtant, si on regarde dans le rétroviseur de l'histoire, on s'aperçoit que selon les époques, selon les sociétés, l'espérance de vie a toujours varié. Selon les pandémies, la mortalité infantile, les conflits, les types de sociétés politiques et même spirituelles. On pourrait prendre l'Antiquité romaine, différentes périodes au Moyen-Âge. Il n'y a donc aucune corrélation entre l'écoulement du temps et l'augmentation de l'espérance de vie. C'est qu'à partir du XXe siècle où l'espérance de vie a commencé à augmenter quasiment sans discontinuer. Pour plusieurs raisons, la baisse de la mortalité infantile, le fait qu'il y ait des avancées sanitaires, mais aussi les conquêtes du monde ouvrier pour le droit au travail et pour le droit au temps libre. La France compte 13 prix Nobel de médecine. Alors, chacune et chacun a fait avancer la cause sanitaire à sa manière. Pourtant, la plus grande avancée de médecine que nous avons, nous ne la devons pas à un docteur ou à une doctoresse. Nous la devons à un ouvrier métallo. Il s'appelait Ambroise Croizat. Et c'est lui qui a mis en place la sécurité sociale permettant à tous de pouvoir aller se faire soigner et la retraite par répartition. D'ailleurs, les historiens disent, en parlant d'Ambroise Croizat et des conquêtes qu'on a eues, notamment en 1936 à propos des congés payés, qu'un des premiers effets des congés payés, justement, c'était aussi, bien sûr, il y a les images d'Épinal qu'on partait en vacances, mais c'était aussi de faire en sorte que les parents ouvriers partis avec l'exode rural dans les grandes villes puissent présenter leurs enfants aux grands-parents. Donc on voit que ces conquêtes, elles ont eu une importance dans notre espérance de vie, mais aussi dans nos liens, et dans les liens entre générations qui peuvent exister. Je parle des congés payés parce que on sent la petite musique arriver, vu qu'il y a les vacances scolaires qui arrivent. Ils vont nous dire, ils vont bloquer les personnes qui veulent partir en vacances. Vous ne pouvez pas bloquer les personnes qui veulent partir en vacances, quand bien même les vacances ont été obtenues par le fait que des gens ont bloqué le pays en 1936. Et la semaine dernière, on a eu quelque chose qui, moi, m'a profondément ému. C'est tous les députés macronistes et les éditorialistes des grands médias qui versaient des larmes de crocodile sur la possibilité que la CGT coupe le jus pendant 1 heure dans les permanences parlementaires. Alors, bon, première chose, je me suis dit, ça va faire aux députés d'Emmanuel Macron une expérience sensible de ce qu'est la précarité énergétique dont souffrent 12 millions de Français au quotidien, et ils pourront peut-être se rendre compte que oui, c'est utile d'investir massivement dans la rénovation thermique des logements. Qu'en plus, ça nous fait des économies en termes d'énergie, on en a bien besoin. C'est une avancée dans la question de la transition écologique, et puis ça crée des emplois et donc des cotisations sociales pour les retraites. Gagnant-gagnant. Donc moi j'appelle en tout cas tous les assistants parlementaires des députés d'Emmanuel Macron, mardi 7, à se mettre en grève, à laisser fermer leur permanence, si possible avec le député dedans, comme ça ils seront moins nombreux pour voter dans l'hémicycle, et à se joindre à nous parce qu'eux ont eu une haute pénibilité. Ils doivent supporter des employeurs qui veulent les faire travailler plus longtemps avec des éléments de langage dont on l'a vu, ils ne tiennent pas la route, ni financièrement, ni au niveau du modèle de société qu'on prône. Alors, je vais finir en... J'avais 2 fins possibles, c'était selon le temps qui me restait. Je vois qu'il me reste 1 minute 30. Bon.
Allez, on va faire NTM. Bon. Mais t'as déjà annoncé ta chute. Oui, mais non, c'est pas ma chute. J'ai vu une série récemment sur le groupe NTM. Vous connaissez tous le groupe NTM. C'est une série qui s'appelle Le Monde de Demain. Est-ce qu'il y en a qui connaissent, qui ont vu? Voilà. Donc, moi j'ai vu cette série et il y a un moment qui est intéressant parce qu'il nous parle de notre rapport au temps et on l'a pas assez dit. Cette réforme des retraites est aussi une réforme contre la planète puisqu'elle va nous inciter à avoir un temps toujours pressurisé, à toujours produire plus sans qu'on sache très bien pourquoi, si ce n'est aller puiser dans les ressources de la Terre. Mais il y a aussi la question du rapport au temps, on en a parlé. Et dedans, il y a ce passage auquel j'ai pas mal pensé dans ce rapport au temps. C'est qu'à un moment, ils sont jeunes, donc c'est le groupe, ils n'ont pas encore fait de concert, ils ont une chanson et demie. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a Kouchen qui dit à Joey Starr qu'il les a inscrits à un concert alors que les deux autres membres n'étaient pas au courant. Mais pourquoi t'as fait ça? On va être nuls, on va se ridiculiser, on n'a qu'une chanson. Et là, Joey Starr dit quelque chose, une phrase qui comme ça peut paraître anodine, mais qui en fait est assez importante. Il lui dit l'important, c'est pas d'être prêt, c'est d'être là. Et cette phrase, je pense qu'on a tous connu dans notre vie des moments individuels où l'important, c'était pas d'être prêt, c'était d'être là. Et la bataille des retraites, c'est un de ces moments où l'important, ça va pas d'être prêt, mais c'est d'être là massivement dans les rues et dans la mobilisation pour l'emporter, parce que c'est véritablement là aussi que ça va se passer. Voilà, merci Guingamp, Saint-Agathon, Lannion, Saint-Brieuc et toutes les côtes d'Armor. On va juste donner la parole à quelqu'un. Tout à l'heure, on disait, Muriel, c'est quelqu'un qui est présente à Paris, c'est quelqu'un qui est présent ici, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la défense de l'hôpital. Et on voudrait pouvoir donner la parole, là, pour quelques minutes, à Yann Fanch, au nom du comité de défense de l'hôpital de Guingamp. Voilà. L'important, c'est pas d'être prêt, c'est d'être là. Je le prouve. Voilà, c'était pas prévu. Je suis là au nom du comité de défense de l'hôpital public et de l'offre de soins du Pays de Guingamp avec Virginie qui travaille à l'hôpital. Et vous savez, c'est un combat qu'on mène depuis 2018 maintenant. Et il y a une date de manifestation qui a été annoncée par les élus de GPA le 11 février. Et j'apprends aujourd'hui qu'il n'y a plus de date de manifestation annoncée pour GPA le 11 février. Donc ça me gêne un peu. Parce que nous, on a imprimé des affiches et il y a plein de monde qui est prêt. Tout le monde est prêt, en fait. Les gens n'attendent que ça. Que là, l'urgence, voilà. L'urgence, elle est clairement là. Voilà, en fait, nous, on avait trouvé avec la coordination un compromis, c'est-à-dire que pour nous, les retraites, c'est hyper important aussi, parce que forcément, je veux dire, si en plus, si on n'a plus d'hôpitaux, travailler jusqu'à 64 ans, ça va être un peu compliqué. Donc du coup on avait trouvé un compromis de faire la manifestation des retraites vers 10h30 au départ de la gare et notre manifestation maternité côté mairie qu'on aurait rejoint vers 11h. Donc là on mutualisait clairement les forces, ce qui pour nous était impératif parce qu'on n'a pas fait de manifestation depuis quelques temps pour la maternité. Et là l'urgence arrive parce que soi-disant il n'y a pas de recrutement, etc. Et en fait ils se préparent en arrière-plan au saccage qu'ils préparent depuis 4 ans en fait. Et on sait que la montre est là, et il est important qu'on continue à montrer justement qu'on est là et qu'on lutte. Pour nous, l'important, c'est puisque l'ARS a joué la montre depuis le départ, et nous, on sent l'urgence parce qu'il y a une loi qui arrive, il y a la loi RIST, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, qui va sans doute amener un bras de fer entre les intérimaires et puis les hôpitaux et servir de prétexte à des fermetures, pas que chez nous, mais un petit peu partout en France. Il y a 150 hôpitaux qui sont menacés par ça. Donc on sent l'urgence et donc on a un petit peu de mal à comprendre que cette manifestation soit plus d'actualité. Donc je pense que voilà, on a la chance d'avoir des parlementaires ou des représentants de parlementaires. Si vous pouviez recontacter un petit peu les gens qui ont changé d'avis récemment et puis leur expliquer que franchement il y a moyen, sans mélanger les mots d'ordre. Ouais, je parle d'une salle qui est entièrement
convaincu par la nécessité de se battre contre cette réforme des retraites, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que parmi les gens qui vont défendre l'hôpital, il y a aussi des gens qui ont encore du cheminement à faire de ce côté-là. Donc, sur la question de l'hôpital, on est à 100%, quoi. On n'est pas à 2 tiers des gens ici qui sont pour soutenir l'hôpital, c'est 100%. On est à 100%, donc il faut que tout le monde soit là. Et on ne fera pas le mélange. On peut manifester pour nos retraites à 10h30 et ensuite venir grossir le flux de tous ceux qui seront là pour manifester pour l'hôpital, qui là sera bien plus large. Bon, il y a encore du boulot à faire, c'est vrai, effectivement. Donc il y a des gens qui ont du mal à faire le lien, mais la coordination nationale des hôpitaux, des comités de défense des hôpitaux, a appelé effectivement à défendre le système de retraite, parce que c'est évident, on nous parle tout le temps d'attractivité, mais des soignants qui vont rester 2 ans de plus au travail, ça va vraiment faire fuir encore un paquet. Donc merci de votre attention. On se retrouve pour la France Insoumise. C'est à toi qu'il a porté pour conclure cette belle soirée. Je te présente quand même. Députée européenne du groupe de la... présidente du groupe, coprésidente du groupe de la gauche à l'Assemblée européenne. Manon, tu sièges à la commission des affaires juridiques, la commission du développement et celle des affaires économiques et monétaires. Et ces commissions intègrent évidemment la question de l'évasion fiscale, parce que c'est la justice fiscale, l'égalité, c'est des combats qui tiennent à cœur avant même que tu sois élu. Tu es aussi une costa-ricaine de cœur. Et puis, tu n'as pas sujet, parce qu'on sait que ta spontanéité, ton énergie, c'est ce qu'il nous faut là pour finir cette soirée. Merci. Merci à toutes et à tous. Je voudrais d'abord dire un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont collé des affiches, distribué des tracts, préparé la salle, à vous deux. Bref, à tous ces militantes et ces militants qui font vivre la politique au quotidien et qui nous permettent à nous d'arriver presque comme des fleurs. Mais on sait combien la vie politique, elle dépend de chacune d'entre vous. Et je voudrais d'abord vous dire un grand merci, parce que cette soirée, elle ne serait pas possible sans tous les militants de l'ombre qui l'ont rendu possible. Et je pense qu'on peut les applaudir. Et puisque tout le monde est allé de sa petite anecdote, moi je vais vous raconter ma petite anecdote à moi. Alors oui, certains savent ici que j'ai ma belle famille qui est des Côtes d'Armor, alors j'ai eu l'occasion de venir avant la campagne des élections législatives. Et évidemment, j'étais allée tracter pour Muriel. Et Muriel m'avait dit, tu sais Manon, nous l'enjeu c'est vraiment comment on peut aller au second tour. Et moi j'avais dit à Muriel, la question c'est pas comment tu vas aller au second tour, la question c'est comment tu vas battre la République en marche au second tour. Et je peux vous dire combien je suis fière aujourd'hui de revenir à Guingamp et d'avoir une candidate pour la retraite, une députée pour la retraite à 60 ans, plutôt qu'un député pour la retraite à 64 ans. Et je peux vous dire, on n'en parle pas de tous nos nouveaux députés de la NUPES. Je pourrais vous raconter en long, en large, en travers comment pendant 13 jours et 13 nuits, on a négocié cet accord. Mais quand je vois aujourd'hui qu'il a permis à plus de 150 députés, et j'en rajoute même un dernier depuis le week-end dernier, d'avoir aujourd'hui une force unie, celle qui mène la bataille pour la retraite à 60 ans, d'avoir Mickaël, d'avoir Sandra, d'avoir François, des gens qui n'ont pas fait de la politique de leur vie entière, des femmes et des hommes comme chacune et chacun d'entre vous ici dans cette salle. Et peut-être que nous reviendrons la prochaine fois dans la circonscription à Saint-Brieuc, que nous aurons aussi Marion qui sera élue, et que c'est cette France-là qui siège à l'Assemblée nationale et dont vous pouvez être terriblement fiers. Alors, pour conclure cette soirée, je ne vais pas vous asséner des arguments dont vous êtes déjà toutes et tous convaincus. Je vais analyser avec vous un peu quelle est la stratégie du gouvernement. Parce que c'est assez intéressant en termes de stratégie politique. Je pense qu'on pourrait les écrire dans tous les bons livres de stratégie politique, parce qu'ils ont essayé différentes stratégies. Bon, déjà, on notera que les seuls qui les soutiennent, alors j'ai fait le compte, à part quelques Français isolés, c'est Elon Musk,
la Commission européenne et le Fonds monétaire international. Donc c'est vrai que quand on est Emmanuel Macron et que ses seuls soutiens, c'est ces trois-là plutôt que le peuple français, on aurait de quoi s'inquiéter. Mais je mets ça de côté pour regarder un peu quelle est la stratégie du gouvernement. C'est assez simple. La première étape qu'ils ont essayé, c'est de mentir. Ils ont menti, mais comme des arracheurs de dents. Et je ne reviens pas sur l'ensemble des mensonges qui ont été égrenés par les collègues avant, du fait qu'ils nous disent oui, la réforme est nécessaire. Bon, on a bien vu à quel point la réforme était nécessaire alors qu'il n'y avait pas de déséquilibre structurel, qu'ils ont fait des économies, y compris sur notre système de protection sociale. Et je voudrais saluer les copains qui ont parlé juste avant, ceux qui se battent au quotidien pour défendre nos hôpitaux à Guingamp, à Lannion, où il y aura une manifestation demain. Et en réalité, c'est parce qu'ils ont fait le choix des économies sur notre système de protection sociale, sur nos services publics, mais c'est eux aussi qui ont asséché notre système de protection sociale. Donc c'est les pompiers pyromanes. Ils coupent dans les cotisations sociales et puis ils disent « On comprend pas, il n'y a pas assez de cotisations sociales. » Mais c'est vous qui les avez supprimées ces dernières années, c'est vous qui avez fait des économies. Bref, on sait pourquoi ils ont fait en réalité cette réforme. La seule raison de cette réforme, elle est très claire. C'est pour financer les cadeaux aux plus riches. Tout le reste, ce n'est que du baratin. Ce n'est que du baratin qui ne trouvera absolument personne. D'ailleurs, on peut faire un petit sondage dans la salle, allez, à main levée là. Qui s'estime gagnant par cette réforme des retraites? Que vous soyez en activité... mince. Attendez, je comprends pas. Il n'y en a pas là. Alors on peut les prendre. Ils nous ont dit quand même. Attendez, soyez sincères. Ils nous ont dit que c'était une réforme qui était juste. Juste pour les femmes. Sandra l'a très bien expliqué, je ne reviendrai pas dessus. Et puis, ils nous ont dit aussi que, vous comprenez, grâce à ça, il va y avoir 1 200 € de minimum retraite. Alors c'est un peu comme dans les contrats d'assurance, faut aller en bas pour lire les petites astérix. Alors c'est 1 200 € si vous avez fait une carrière complète, si, à tel point que ça va concerner que quelques dizaines de milliers de personnes, et surtout, que c'était dans la loi depuis 2003. Donc on va les remercier pour faire quelque chose qui était dans la loi depuis 2003. Bref, je vous passe sur l'ensemble de cette stratégie de mensonge de la part de ce gouvernement. Je vais arriver sur un dernier qui est à mon sens assez pertinent parce que c'est un nouveau de cette semaine. Ils essaient au fur et à mesure tous leurs mensonges. Je les imagine le matin en réunion de crise, vous savez. Ah, mais ils ne croient pas que cette réforme est nécessaire. Ah tiens, on va essayer, la réforme est juste. Non, ils ne croient pas non plus. Alors cette semaine, ils nous ont dit, c'est Emmanuel Macron qui a dit depuis les Pays-Bas, il faut le faire, vous le comprenez, parce que toute l'Europe le fait. Alors je peux vous dire, depuis ma position de députée européenne, je le vois assez bien. Oui, une partie de l'Europe l'a fait. Alors les mots exacts d'Emmanuel Macron, c'est indispensable quand on se compare en Europe. Du coup, je me dis, faisons l'exercice complet. Comparons-nous à l'Europe. Par exemple, comparons quand on commence à travailler à 22 ans. En France, en moyenne, en pratique, on part à la retraite à l'âge de 64,5 ans. C'est plus que dans le reste de l'Union européenne. Et puis comparons-nous à des États comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, qui au fur et à mesure qu'ils repoussaient l'âge de départ à la retraite, devinez quoi? C'était le taux de pauvreté qui augmente. Alors oui, la France fait partie des exceptions en Europe. Elle fait partie des exceptions parce que nous sommes le deuxième État derrière le Luxembourg qui a le taux de pauvreté le plus faible chez les anciens, chez les seniors. C'est 10,1%, c'est 10,1% de trop. Mais moi, je dois dire à quel point, quand je siège au Parlement européen, je suis fière de défendre ce système qui a été mis en place par Ambroise Croizat et qui permet pertinemment et précisément que nos personnes âgées aient un niveau de vie qui soit décent. Et je suis fière que, quand toute l'Europe nous regarde, qu'on voit que c'est ce modèle que nous sommes en train de défendre. Et ce qui est assez marrant, c'est que plus on gratte, c'est un petit vernis là que vous grattez, on voit que petit à petit ça commence à craqueler.
Et dans ce vernis qui craquelle, c'est même eux, vous avez certainement vu le ministre Franck Riester qui a dit « Bon, la réforme est peut-être injuste pour les femmes, j'en disconviens pas. » Mais il y en a un qui est bien aimé, vous allez deviner qui c'est, vous allez penser que c'est quelqu'un de la France Insoumise, mais je vous promets, qui dit « Cette réforme des retraites est injuste, les technocrates, ces têtes d'œufs qui nous expliquent qu'il faut faire preuve de pédagogie, mais c'est de la connerie. Pour eux, de la pédagogie, ça se résume à « on a raison et les Français sont des cons ». Perso, moi je dirais pas mieux. Et bien devinez qui c'est? Vice-président du Modem, bien vu. Vice-président du Modem. Donc vous voyez, en fait, en réalité, même eux, ils commencent à reconnaître que leur réforme des retraites, elle est profondément injuste. Donc première stratégie, celle du mensonge, exit, elle n'a pas fonctionné. Du coup, ils passent à l'étape 2 de la fusée pour essayer d'imposer leur réforme, c'est les insultes et le mépris. Alors niveau insultes et mépris, ils sont pas mal. Vous avez la députée Claire Guichard, qui est la suppléante de Gabriel Attal. Sandra en a dit un mot sur les AESH. Alors oui, c'est vrai que les accompagnants d'enfants en situation de handicap, pour elles, choisissent de faire ce métier parce que vous comprenez, elles ont les mercredis après-midi et les vacances scolaires. Bon, moi j'ai une proposition à faire à tous ces élus macronistes. Qu'ils aillent ne serait-ce que, allez, je suis sympa, un mois faire le travail d'AESH pour en moyenne 850 € par mois, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté. Qu'ils aillent faire ce travail pendant un mois. Et on verra s'ils continueront non seulement à avoir le même mépris, mais à vouloir les faire travailler jusqu'à 64 ans. Voilà le mépris social dont ils font preuve au quotidien. Et moi, je suis fière que nous défendions le métier d'AESH et nous disons d'ailleurs, au passage, qu'il faut en faire des fonctionnaires et qu'elles soient payées à un salaire décent parce qu'il est intolérable que nos enfants n'aient pas suffisamment d'accompagnants d'enfants en situation de handicap. Bref, ce mépris, c'est Véran qui dit « j'aurais eu 700 ou 1 million, ça ne changerait pas les choses ». Pas de bol, il y en a eu quasiment 3. C'est Attal qui dit « mon message au syndicat, il faut respecter les Français qui travaillent et qui se lèvent le matin ». Bah oui. Alors vous qui êtes allés manifester, vous êtes des oisifs, vous êtes comme Bernard Arnault, vous le levez le matin et vous faites pas grand-chose. Non, c'est la France qui travaille qui est allée manifester, n'en déplaise à Emmanuel Macron. Et vous savez, ces gens-là, ils ont un peu des tableurs Excel à la place du cœur. Eh bien, moi je suis fière que nous défendions la France du labeur plutôt que la France des tableaux Excel et des tableurs. Et que cette France-là qui se lève tôt le matin, c'est la France qui est allée manifester en masse pour la plus grande mobilisation personnellement que j'ai connue de mon existence. La plus grande manifestation des 30 dernières années. Et ça, le gouvernement, il faut qu'il l'entende. Troisième stratégie, les mensonges, ça n'a pas marché. Les insultes et le mépris. Ah oui, non, quand même, dans les insultes, j'avais oublié, c'est mon préféré. Il est toujours dans les bons coups, lui. C'est Gérald Darmanin. Ouais, parce que vous savez, on était les bobos gauchistes qui voulaient bloquer le pays. Bon, allez, je passe sur lui, parce que sinon je vais m'éterniser sur lui, parce que je vais ouvrir la boîte de Pandore. Vous savez, c'est la boîte Gérald Darmanin. Dès que vous l'ouvrez, allez, j'arrête. Je pourrais vous dire aussi, tiens, Olivier Dussopt, qui a été... Il y a un rapport qui vient de sortir pour conflit d'intérêts. Bon. Bref, je ferme cette parenthèse avant d'être trop longue. Je passe à leur troisième stratégie, qui est la stratégie de la résignation. Ils nous avaient dit qu'il n'y aurait personne dans la rue, que la crise sociale allait décourager les gens, et maintenant, ils nous accusent même de bloquer le pays. Alors, ça, c'était une phrase, je crois que c'était... Je ne sais plus qui est-ce qui avait dit ça. C'était Aurore Berger qui avait dit « On ne peut pas avoir une poignée de personnes qui mettent la pagaille. » Je suis d'accord avec elle. On ne peut pas avoir une poignée de ministres qui mettent la pagaille et qui bloquent le pays. Personne n'a demandé à faire grève. Personne n'a demandé à faire une journée de travail. Mais nous le ferons tant que ce projet de loi ne sera pas retiré. Et puis, dernier étage de la fusée, une fois qu'ils n'ont pas réussi non plus à la résignation et qu'on a assisté à un dégel de la résignation ces dernières semaines, c'est le passage en force.
Ah oui, comme on n'a pas réussi à convaincre les gens, tel un bulldozer. Et puis on passe, on écrase tout sur son passage. Et donc, la stratégie du passage en force, c'est de l'imposer. Alors bon, il y a eu les 10-49-3, les copains à l'Assemblée nationale, au 10e c'est gratos. 10e, vous allez en avoir un 11e gratos, pas de chance, ce sera peut-être pour la réforme des retraites. Mais comme ils sont créatifs, alors cette fois-ci, ils sont allés inventer le 47.1. Alors personne n'était un spécialiste de la Constitution dans cette salle, pas même les députés, ils sont allés découvrir 47.1. Mais attendez, projet de loi de finances de la sécurité sociale. À la base, c'est fait pour quand vous n'avez pas de budget qui est bouclé, pour pas bloquer la protection sociale. C'est pas l'inverse, c'est pas pour la condamner, vous n'avez pas compris. Et donc, ils inventent ce 47.1 où, quand même, pour un projet de loi qui va engager peut-être le plus nos générations et le projet de loi le plus important de ces 10 dernières années, les mecs, comme ça, sans vote, l'air de rien, en se disant que, bon, sur un malentendu, ça va passer. Elisabeth Borne qui dit 64 ans, c'est pas négociable. Et ils en sont même rendus, et les copains l'ont dit, à donner des coups de pouce au Rassemblement national, des fois que la motion référendaire qu'aurait déposée la NUPES, avec le plus grand nombre de voix, qui l'a déposée en premier, eh bien, cette fois-ci, ils vont se dire, bah, comme le Rassemblement national, c'est une opposition de confort, ils n'ont même pas été capables de déposer plus d'un amendement par député. Je me demande bien à quoi ils servent à l'Assemblée nationale. Eh bien, on va les mettre sur le devant de la scène et on va dire à la NUPES, repartez chez vous avec vos amendements. Eh bien, moi, je dois dire, et je dois vous dire, François, Sandra, Mickaël, Muriel, à quel point je suis fière de savoir que vous allez mener cette bataille à l'Assemblée nationale et que chacun des amendements que vous avez déposés, vous allez les défendre pied à pied et que vous ferez écho à ce qu'il se passe dans la rue. Et c'est seulement avec l'unité à la fois du milieu syndical, politique et à l'Assemblée qu'on arrivera à obtenir le retrait. Alors, pour terminer, en réalité, jamais les conditions n'ont été aussi favorables. C'est vrai, on est des militants politiques ici dans cette salle. On a mené des batailles. Et je dois dire qu'on a rarement mené des batailles aussi unies. Ils sont forts quand même, ce gouvernement. Ils arrivent à unir tous les syndicats. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu la CFDT et la CGT ensemble dans la rue. On prend. Ça faisait bien longtemps que nos différents partis politiques, alors on aimait bien aller faire des karaokés avec Sandra, mais je préfère partager des tribunes politiques. Et tout ça, en fait, ça a du sens dans le contexte que l'on est en train de vivre. Parce que c'est quoi notre rôle à chacune et à chacun ici en partant de cette salle? Évidemment ici qu'on est convaincus. Notre rôle, c'est que dans tous les bourgs de France, que partout, dimanche, au dîner de famille, avec la tata, le cousin, les grands-parents, tous, lundi au travail, eh bien, on relaie cette bataille et on dise à quel point elle n'est pas perdue. Vous savez, on a eu souvent coutume de dire que notre adversaire, c'était la finance, mais au-delà de la finance, c'était l'indifférence. Eh bien, moi, je suis rassurée de voir que cette fois-ci, cet adversaire, on peut le battre. Parce que la question de la réforme des retraites, ça touche chacune et chacun dans notre pays. Ça touche à notre relation avec nos anciens. Ça touche aussi à la société du loisir. Partir à la retraite, apprendre à chanter, à danser, à faire de la rumba, à s'occuper de nos petits-enfants. Voilà la société que l'on veut pour nous, pour nos grands-parents. Et je le dis, pardon d'avance pour la mauvaise vanne, vous voyez, je la foire déjà, mais puisqu'on est ici en Bretagne et qu'on aime bien les galettes, et bien pour nous, la retraite, c'est comme la galette, on la veut complète. Et je vais terminer avec une citation, alors c'est pas une grande citation philosophique, mais je vais vous laisser deviner de qui ça vient. J'aime bien les devinettes, vous aurez compris. La poursuite de la dégradation du pouvoir d'achat, couplée à des réformes mal perçues, pourrait donner raison à des mobilisations citoyennes d'ampleur. À votre avis, qui a dit ça? Qui a lancé l'alerte en disant ça? Non, il y a un tricheur derrière moi. C'est les renseignements généraux. Eh bien, les amis, je vous propose que pour la première fois, on donne raison aux renseignements généraux
Et après avoir un chantier noir, on aura le